Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une ce soir, la rentrée des classes pour les tout petits, les CP, les CM2. Reportage dès le début de ce journal. Nos aînés, toujours sous surveillance, mesures sanitaires toujours très strictes. Aujourd'hui encore, enquête à venir, nous prendrons la direction du centre Régnier 3 dans 5 minutes maintenant. Autre grand dossier du jour, l'annonce du maintien fin septembre du Monaco Yacht Show dans une formule adaptée, repensée avec moins de bateaux, mais toujours autant de passion et l'envie pour sa directrice générale Gaëlle Talarida d'insister sur la symbolique d'une reprise économique très attendue. Et puis un anniversaire à souhaiter ce soir, celui du Centre scientifique de Monaco qui fête en ce drôle de printemps 2020 ses 60 ans. Son directeur, Denis Allemand, viendra évoquer les travaux en cours et les progrès de la biologie sur la nature comme sur l'homme, tout en nous rappelant l'origine de sa création, bien sûr, de ce centre et de l'évolution. Et puis, comment ne pas revenir ce soir sur la rencontre, le grand rendez-vous entre Claude Lelouch et Charles Leclerc. C'était hier matin, grâce au talent, bien sûr, d'un réalisateur d'exception et du champion monégasque. On a tout de même eu droit à quelques petits tours de piste hier, comme pour un vrai Grand Prix de F1. Rencontre. Vous attendez que ça pousse autant ou... Attendez que ça pousse, évidemment. On a 1200 chevaux en F1 pour 600 kilos. Là, c'est 1000 chevaux pour 2600 kilos. Donc, il y a 2000 kilos en moins, quoi. La suite de l'entretien dans 10 minutes. Mais tout d'abord, cette nouvelle rentrée des classes ce lundi pour les élèves de CP et de CM2, tout heureux de retrouver, avant tout et surtout, leurs copains. Le petit, il est content quand même, parce qu'il est content de revoir ses copains, de revoir les maîtres. M'amuser et profiter. Content qu'ils reprennent un petit peu. Un petit peu angoissée, quand même, la reprise, mais j'ai confiance. Tout a été organisé dans la classe pour que la distanciation sociale soit respectée. Donc il y a un bureau et une allée qui séparent chaque enfant. On l'a un peu préparée, mais elle avait hâte de retrouver les copains et les copines. Ça fait plusieurs semaines qu'elle réclamait tout ça. Les professeurs sont ravis aussi de reprendre parce que, vous savez, en tant qu'ancien professeur, rien ne vaut le présentiel pour moi. Il était content, lui, de retrouver ses copains. Elle est un petit peu déçue. Et puis, voilà, on reprend un petit peu Là, c'est des petites journées, donc on reprend un peu le rythme tout doucement. Plutôt sereine. On sait que tout va se passer dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui t'a manqué peut-être pendant ces 2 mois ? Les copains ? Élèves et parents d'élèves devant l'école de Fontvieille. On se dirige comme promis maintenant vers le centre Régnier 3 où Vanessa Dessy, on va faire un point sur la situation de nos aînés aujourd'hui. Vous le savez Christophe, la principauté n'a recensé aucun cas positif au virus au sein des établissements accueillant les personnes âgées. Alors que la principauté s'apprête à passer en phase 3 de déconfinement, les mesures restent les mêmes. Docteur Louchard de la Chapelle, pourquoi finalement ces restrictions restent les mêmes ? Alors, il faut dire au départ qu'on a mis en place un protocole précis de déconfinement avec une première phase qui a été le déconfinement intramuros de la filière, c'est-à-dire que les patients ont pu sortir de leur chambre, avoir des animations en petits groupes, reprendre des repas à plusieurs, tout en respectant bien entendu la distanciation sociale. On a eu une phase 2 qui est la reprise des visites avec des mesures strictes, avec un seul objectif, on va dire même un triple objectif, c'est-à-dire protéger le patient, protéger le personnel soignant et protéger le visiteur lui-même. Ces règles sont contraignantes, soit. Elles consistent en le port du masque, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale, c'est-à-dire pas d'embrassade, mais on essaye de faire en sorte que ces visites se passent le mieux possible. Comment garder le lien justement ? Est-ce que les personnes âgées s'habituent aux nouvelles technologies ? On a été surpris de voir qu'en fait elles se sont habituées aux appels en visio. Et même pour les patients qui présentent des troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer, mais il y a eu également Familéo, qui est une gazette personnalisée où les familles s'inscrivaient et pouvaient mettre des photos et le résident ou le patient recevait une petite gazette avec des photos de la famille. Donc on s'est aperçu qu'effectivement les nouvelles technologies, même au sein d'une filière gériatrique, sont des éléments importants qui permettent de garder le lien qui est primordial. Merci, docteur. Vous l'avez entendu, le virus n'a pas encore disparu et il est important, essentiel même pour la principauté, de préserver ses aînés.
Merci beaucoup Vanessa encore. Et c'est vrai qu'il va falloir s'adapter. Beaucoup le font déjà et vont devoir le faire. À l'image du Monaco Yacht Show. C'est vrai que c'est un événement d'importance dans notre principauté, toujours au mois de septembre. Sa directrice générale est avec nous. Elle est invitée aujourd'hui de ce journal sur Monaco Info. Avec nous Gaëlle Talarida. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce lundi, vous annoncez que le Monaco Yacht Show aura bien lieu, mais si j'ai bien compris, sous une forme différente. Nous aurons un événement qui sera plus petit en taille pour cette année. Et parce qu'habituellement, vous occupez quasiment tout le port Hercule, on est bien d'accord. Tout à fait. Cette année, nous travaillons conjointement avec les services de l'État sur l'aspect, bien évidemment, de l'aspect sanitaire, avec les mesures que nous mettrons en place pour assurer la sécurité des participants, tant des exposants que des visiteurs. Et nous travaillons actuellement sur un format de salon qui sera réduit, pas forcément trop centré dans le centre du port, puisque justement, il faut prévoir de l'espace suffisant pour avoir des espaces de rencontre à l'extérieur des stands et pour faciliter la circulation des visiteurs sur les quais. Vous avez dit un peu moins de bateaux, mais ce qui est important, ce que vous dites dans vos propos ce soir, Gaëlle Talarida, c'est qu'il y aura du public. Ce n'est pas l'organisateur qui décide de la venue du public de n'importe quel événement, c'est un public qui va adhérer ou pas à un événement. On travaille dans ce sens avec les exposants et avec les autorités pour pouvoir délivrer une plateforme de business qui soit en tout cas conforme aux attentes de la principauté et de notre marché international et pour assurer des conditions sanitaires adéquates à la tenue du Monaco Yacht Show. Et c'est un signe fort que vous adressez ce soir à la population monégasque et à tous ceux qui ont envie de venir à Monaco, parce qu'il faut pouvoir venir aussi de l'étranger, ce qui n'est pas si simple. On est quand même à quoi? En gros, à 3 mois de l'événement. Un petit peu plus, puisque l'événement se déroule la dernière semaine du mois de septembre. Donc on est un petit peu plus qu'à 3 mois. Nous sommes très attentifs à l'évolution de la pandémie. Bien évidemment, nous faisons aussi un pari sur le futur. On croise les doigts et on essaye de faire notre travail le mieux possible en prenant en considération cette particularité de cette année qui indéniablement a un impact très fort sur l'industrie de la grande plaisance comme beaucoup d'autres industries aujourd'hui. Il y a eu un moment quand même, Gaëlle Talarida, on s'est dit ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir le faire. Oui, pour nous, nous sommes en fait une entreprise qui travaillons en anticipation. C'est très compliqué, c'est comme tout le monde, on essaye d'avancer avec les éléments que nous avons au fur et à mesure. Ensuite, chacun prendra sa décision de venir ou pas. On n'a jamais forcé qui que ce soit en tant qu'exposant ou visiteur à venir au Monaco Yacht Show. Donc, chacun sera libre de choisir d'y participer ou pas, comme chaque année à la fin de l'histoire. Gaëlle Talarida, on rappelle les dates du Monaco Yacht Show, donc dans une version plus réduite pour résumer, c'est-à-dire peut-être pas 125 bateaux, mais la moitié à peu près, et le port plus étalé au niveau des bateaux. Il y aura certainement moins de bateaux, tout simplement parce qu'il y a aussi du retard dans les livraisons des nouveautés cette année du fait de la crise, et probablement aussi beaucoup de bateaux qui ne vont pas venir en Méditerranée, qui ne traverseront pas l'Atlantique pour la saison d'été. Mais en effet, donc, le Yacht Show se tiendra comme ce qui était prévu initialement, du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2020. Et on y pense aussi à ceux qui travaillent autour de vous, avec vous bien évidemment. Je me sens une responsabilité qui dépasse très largement le cadre de la grande plaisance. C'est notre marché, c'est des personnes, c'est une industrie que nous servons depuis 30 ans cette année. J'espère vraiment que la pandémie va s'améliorer parce que c'est aussi toute cette industrie de l'événementiel, c'est aussi tous les hôtels, tous les restaurants, tous les bars, énormément d'activités à Monaco qui font, on va dire, une semaine du Monaco Yacht Show qui est profitable chaque année. En tout cas, c'est un beau rayon de soleil dans notre marché économique, ici et dans notre vie active en principauté de Monaco. Merci pour cette information combien importante. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Rendez-vous donc, merci encore en juillet pour la confirmation de l'édition 2020. Et tout de suite, les autres informations du jour sur Monaco Info. Avec vous, Sandrine. Débutons ce point avec une bien triste nouvelle. La disparition de Jean-Loup Dabadi, membre du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, présidée par son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. L'académicien a mené plusieurs carrières au fil de sa vie. Journaliste, romancier, auteur, metteur en scène, traducteur, scénariste, dialoguiste. Au cinéma, il a collaboré notamment avec Claude Sauté sur Les choses de la vie. Avec à l'affiche, Christophe, on s'en souvient, un homme que Jean-Loup Dabadi vient de rejoindre, Michel Piccoli, disparu
quelques jours avant lui. Du nouveau, Sandrine, également, cette fois du côté de la Fondation de la Princesse Charlène. Les 13 et 14 juin se dérouleront les 24 heures du Mans virtuelles. Parmi les 50 machines engagées, la Ferrari #54 Strong Together, deux thèmes qui nous parlent en principauté. Il s'agira de la voiture officielle de la Fondation Princesse Charlène. L'équipage sera composé de Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella. Nous vous livrerons bien sûr à l'issue leurs résultats. Je vous rappelle que la Princesse Charlène avait donné le départ des 24 heures du Mans en 2019. On reste dans le sport, on parle basket? Oui, avec les saisons 2019-2020 d'Euroleague, d'Eurocup annulées et le solide parcours de la Roca Team avant l'interruption, l'AS Monaco Basket fait ainsi partie des 8 équipes ayant une place confirmée en Eurocup pour la saison 2020-2021. Merci beaucoup Sandrine, à tout à l'heure pour le point pratique. Et sans plus tarder, on va fêter, je vous le disais, un très bel anniversaire. C'est celui du Centre scientifique de Monaco, avec son directeur, Denis Allemand, qui est avec nous. Bonsoir à vous Denis. Bonsoir. On rappelle, 60 ans, on remonte un tout petit peu le temps avec vous. Qui est à l'origine finalement de ce projet? Le Centre scientifique a été créé par le prince Régnier III. C'était la période où les Nations Unies venaient de lancer l'atome pour la paix, un grand programme. Mais en même temps, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique français, souhaitait jeter des fûts de matières radioactives en mer. Donc le prince s'était ému, il y avait Cousteau qui était directeur du musée de l'époque, mais le prince ne souhaitait pas donner de réponse à cette proposition française sans avoir des arguments scientifiques. Et donc il a créé le centre scientifique au départ sous la forme d'une commission à l'énergie atomique et qui est devenue en 1960, le 23 mai 1960, le centre scientifique pour faire des mesures de radioactivité ambiante. Et les premières années du centre scientifique ont été créées autour de ce programme de radioactivité ambiante. Donc ça a été le tout début du CSM. Vous travaillez beaucoup sur les coraux avec 3 grands axes. Hein. Alors effectivement, les coraux sont un axe fort depuis que le CSM a été restructuré au début des années 1990. On repart un peu dans l'histoire. Donc il y a eu un intérêt majeur pour les coraux puisque c'était une époque où les changements climatiques commençaient à être de plus en plus importants, on en parlait de plus en plus. Or, les coraux sont des indicateurs très précis des changements climatiques. C'est l'écosystème le plus sensible au monde. C'est celui qui souffre en premier et qui risque de disparaître en premier. À l'époque, on n'en connaissait que de l'écologie. Et donc, il fallait établir les bases physiologiques du fonctionnement des coraux constructeurs de récifs, les coraux qui construisent les récifs coralliens. Et c'est ce que l'on fait maintenant depuis 30 ans. D'accord. Et là, vous êtes toujours. On a l'image des chercheurs toujours avec les petites pipettes dans le laboratoire, à toujours l'œil collé. Alors, on fait en fait les deux. On va régulièrement sur le terrain. Par exemple, on a participé, j'ai même coordonné l'expérience, l'expédition Tara-Pacifique. On a sillonné pendant 2 heures et demie le Pacifique à l'étude pour étudier les récifs coralliens du Pacifique, leur état de santé et leur fonctionnement. Mais on fait beaucoup de travaux en laboratoire. Et donc, maintenant, depuis 30 ans, on cultive des coraux en conditions contrôlées. On a la plus grande collection de coraux en conditions contrôlées au monde. Les coraux, c'est quoi? C'est l'essence de la vie? C'est l'essence de la nature? C'est l'essence du monde marin? C'est un milieu très particulier, puisque en surface, il ne représente pas grand-chose. Il représente 0,2% de la surface des océans. On peut imaginer que ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, dans ces 0,2% de la surface des océans, vous avez 30% de tous les organismes que l'on connaît à ce jour dans les océans. Et donc, les récifs coralliens sont de véritables oasis dans des déserts océaniques. On estime à peu près à 500 millions de personnes le nombre d'humains qui vivent directement des récifs coralliens. Si cela venait à disparaître, on verrait disparaître 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. On reste juste sur ce coronavirus. Évidemment, vous devez travailler, on le sait, vous travaillez sur ce Covid-19 depuis un petit moment. Alors, oui, alors travailler, c'est effectivement, comme beaucoup de laboratoires en France, le CSM a mis à disposition des autorités sanitaires de la principauté, du gouvernement, le matériel scientifique que nous avons, en particulier des appareils qu'on appelle des thermocycleurs, ce qu'on appelle des appareils, des machines à PCR. Actuellement, on en entend beaucoup parler. Mais pas simplement à disposition, parce qu'en fait, la mesure de ce virus, ce n'est pas simplement une mesure PCR. Il faut améliorer aussi les techniques pour éviter tous ces faux positifs dont on parlait, ces problèmes. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un autre élément qui est vraiment très important pour tous les hommes que nous sommes, hommes et femmes, bien sûr, l'humain, avec ces recherches qui se font aussi sur le cancer. Ces 10 dernières années, depuis notre 50e anniversaire, le CSM a beaucoup évolué. C'est une courbe exponentielle dans son évolution.
Alors non seulement la biologie marine dont on vient de parler, mais également, depuis ces 10 dernières années, on a créé 2 autres départements, et en particulier un département de biologie médicale, où 2 équipes travaillent sur le cancer. Alors en particulier les cancers pédiatriques, c'est-à-dire les cancers qui malheureusement affectent les enfants, les cancers du cerveau. Et pour cela, c'est vrai que les recherches que l'on peut faire sur les coraux, le scientifique est un petit peu un organisme très original, parce qu'il y en a peu dans le monde où vous avez en même temps des recherches sur le cancer et des recherches sur les coraux. Et donc cette proximité fait se développer en fait des interactions fortes. Il y a également chez vous la biologie polaire. Tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est un département très dynamique. Il est tout petit. Il travaille en collaboration avec l'Université de Strasbourg, le CNRS et l'Institut Paul-Émile Victor. Tout petit, mais très dynamique. Ces dernières années, il y a eu de très belles publications réalisées par ce département qui suit en continu près de 25 000 manchots grâce à des toutes petites puces qu'on appelle des puces RFID, un peu similaires à celles que l'on injecte chez nos amis les chiens, qui permettent de suivre les populations de manchots pour se donner une idée un petit peu de savoir comment les changements climatiques affectent les milieux polaires. Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Le grand rendez-vous, un grand rendez-vous fixé un dimanche de Grand Prix à Monaco et d'une cérémonie de Festival de Cannes en temps normal. 2 univers qui se rencontrent sous l'œil du prince souverain, un réalisateur de légende, Claude Lelouch d'un côté, de l'autre, le pilote Ferrari, Charles Leclerc, pour un tournage sur un circuit à l'état sauvage. Émilie Rousseau, vous avez pu suivre ce tournage exceptionnel et rencontrer 2 champions d'exception. Toutes les caméras sont prêtes, ça tourne, et voilà. Claude Lelouch est anecdotique, un jour de Grand Prix. Vous venez tourner ici à Monaco dans une ambiance un petit peu particulière. Disons que c'est une métaphore et que c'est très symbolique ce qu'on a fait aujourd'hui. Le hasard a toujours du talent, en tous les cas dans ma vie, et il m'a toujours emmené là où j'aurais pas eu l'idée. Voilà. Donc quand on m'a proposé gentiment de refaire la traversée de Paris à Monte-Carlo, sur ce circuit mythique, un des plus beaux circuits du monde, peut-être le plus beau, j'ai trouvé ça amusant, évidemment. En plus, ça m'a permis de ressortir de cette période de vacances. Il fallait que je me remette au travail, donc c'était un très bon exercice pour moi. Et puis comme j'adore les voitures, comme j'adore la vitesse, et puis qu'il fallait absolument expliquer que la vie continue. Voilà, donc c'était un message d'espoir. Voilà, et c'est vrai que la vie est plus forte que le virus. Donc ce Grand Prix a quand même eu lieu avec une voiture. C'était un rendez-vous réalisé en 1976. J'avais pas le droit de faire ce genre de film, puisqu'on ne pouvait pas bloquer Paris. J'ai fait au volant d'une voiture tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais quand on est amoureux, on prend tous les risques. Donc c'est l'histoire d'un type amoureux qui est en retard à un rendez-vous et qui veut arriver à l'heure. Voilà, je pense qu'à chaque fois que j'ai été amoureux, j'ai pris des risques. Voilà, donc c'était la métaphore de ce film. Et aujourd'hui, j'avais toutes les autorisations, j'avais le circuit bloqué, donc j'en ai profité pour aller un peu plus vite que d'habitude. Vous êtes parti sur la même base, un plan séquence? Non, c'est pas un plan séquence, là non, ça aurait été dommage, parce que comme le circuit était fermé, on sait très bien qu'on fait, aujourd'hui on a fait du cinéma. Oui. On a fait du cinéma, donc j'ai raconté une petite histoire que vous verrez quand vous verrez le film, mais j'en ai profité pour placer sur la voiture des caméras à des endroits où aucun spectateur ne pourrait être, même les pilotes. Voilà. Donc il devrait y avoir quelques sensations et je pense que ça va être un très joli tour de manège. Voilà. On va pouvoir le découvrir quand, ce court-métrage? Écoutez, là moi je me mets au travail cette semaine. Dans 10-15 jours, le film sera prêt. Comment est Charles Leclerc en acteur? On connaît ses talents de pilote, mais du coup en acteur. Il est photogénique, ça c'est déjà une première. Et puis surtout il est modeste. Il est d'une modestie absolument incroyable et je crois que c'est la plus belle des qualités que je reconnaisse. Quand on a le courage et la modestie, je ne vois pas ce qui peut vous arrêter. On a sympathisé, on est devenus très copains. Je vais même aller le voir maintenant en Grand Prix. Ce confinement, est-ce que finalement il n'a pas été propice à la création pour vous? La contrainte sollicite toujours l'imagination, toujours. Moi j'ai fait pendant ces 60 jours des choses inutiles qui se sont révélées très utiles. Ça m'a permis de réfléchir et ça m'a permis surtout de réécrire le film que je prépare parce que c'est un film qui se déroule aujourd'hui en 2020 et je savais que cette année 2020 serait une année folle.
Donc j'ai réactualisé mon histoire en fonction effectivement de tous les événements qui, depuis le début de l'année, alimentent ce siècle. Les gilets jaunes, les grèves, les retraites, et puis ce virus qui fait que d'un seul coup, les gens ont été obligés de partir en vacances. Voilà, il y a des gens qui ont vécu le pire, et il y a des gens qui ont vécu le meilleur. Il y a des gens pour qui ça a été terrible, parce que le confinement était difficile, dur, mais il y a des gens qui ont eu un confinement agréable. Donc, encore une fois, dans des périodes de crise comme ça, il y a le pire et le meilleur, et il va falloir, je pense que le meilleur va l'emporter sur le pire. Voilà. Merci beaucoup Claude Lelouch d'avoir été avec nous. Merci. Le pire ou le meilleur, selon Claude Lelouch. Joli titre. Et pour nous, le meilleur ici, Émilie, c'est clair, c'est Charles Leclerc. Charles, finalement, vous étiez sur le circuit de Formule 1, au volant d'une Ferrari, un dimanche de Grand Prix. Hein. Oui, c'est pas une Formule 1, mais ça s'y rapproche énormément. Et je suis tellement content de pouvoir me remettre derrière un volant. Et voilà, c'était vraiment de belles sensations, même si le circuit n'était pas exactement le même. Il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de fans, il n'y a pas de rail non plus. Mais bon, c'était vraiment une expérience de pouvoir en tout cas pousser une voiture comme celle-ci dans les rues de Monaco sans vraiment de protection, ça donne une adrénaline particulière. C'est une voiture assez spéciale, c'est la première hybride de Ferrari, c'est ça? C'est ça, et surtout elle est ultra puissante, c'est la voiture de série la plus puissante au monde. 1000 chevaux, donc ouais, non, il y avait Elle monte pas à mal. combien? Je sais pas, ça doit montrer peut-être à 320, 330 si on la pousse à fond. Pas ici à Monaco parce qu'on n'avait pas de ligne droite assez grande, mais bon, j'ai dû prendre 240, donc c'est quand même pas mal. Une Formule 1, généralement, ici à Monaco, c'est combien? On arrive à faire des pointes à 300, 310. Ressentir un petit peu l'adrénaline, cette sensation au ventre, c'est plaisant, et surtout à la maison. Ah oui, non, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas poussé une voiture à sa limite. Et de le faire aujourd'hui à Monaco, c'est vraiment cool, surtout en un week-end si particulier. Un mot sur ce court-métrage. Comment vous avez réagi quand Claude Lelouch vous a contacté pour faire l'acteur, entre guillemets? Bon, pour moi, c'était une opportunité de fou. Donc, j'ai tout de suite dit oui. En plus, ça, c'est une période où on n'a pas grand-chose à faire. J'étais à la maison, donc la moindre excuse pour essayer de bouger un petit peu, et surtout avec une opportunité comme celle-là, ça ne se refuse pas. Et c'était une grande chance pour moi et un grand honneur pour moi de pouvoir apparaître dans un de ces courts-métrages. Bon, un mot sur la Formule 1. Logiquement, ça devrait reprendre pour le Grand Prix d'Autriche. Impatient? Ah oui, super impatient. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça me manque énormément, même si aujourd'hui c'est top de retourner derrière le volant. J'ai quand même hâte de retourner derrière le volant de ma F1. Et pendant cette période de confinement, Ferrari a annoncé le nom de votre nouveau coéquipier la saison prochaine. Ce sera Carlos Sainz Jr. Un petit mot sur le duo que vous allez former avec lui. Ce sera le duo le plus jeune de Ferrari depuis près de 50 ans. Oui, c'est un jeune pilote, mais quand même, il a 5 ans en Formule 1, donc il a quand même de l'expérience en Formule 1. Je pense qu'il est très rapide. Et voilà, ce sera un challenge comme tout nouveau coéquipier. On apprend toujours de ses coéquipiers. Et donc voilà, mais je pense que ça va pas être facile et ça va être un beau challenge. Certains disent justement que la lutte sera féroce entre vous deux aussi. Oui, je le pense aussi. Mais bon, c'est ce qu'on veut en Formule 1, donc je suis content. Merci beaucoup, Charles. À très bientôt du coup sur les écrans de cinéma et puis sur un circuit parce qu'on a hâte aussi. Merci. Merci à vous. Charles Leclerc, Claude Lelouch, le grand rendez-vous, entretien signé Émilie Rousseau. Pas de vrai Grand Prix de Monaco donc cette année, mais 3, je vous le rappelle, l'année prochaine. Comme annoncé ici même la semaine dernière, un historique, un électrique et le traditionnel bien sûr Grand Prix de Formule 1 sur tout le mois de mai prochain. Et puis ce week-end, Alexandra Pani, vous avez suivi plusieurs pilotes qui s'étaient donné rendez-vous devant eux, leur console de jeu. Oui, Christophe, Cédric Sbirazzoli a gentiment accepté de nous recevoir dans son appartement. Il est juste là en train de se préparer pour sa course. On va le laisser tranquille pour l'instant. Et je vais justement voir Boris. Vous êtes le vice-président de la fédération et le président du club Monaco eSport. Comment vous est venue cette idée? On a développé l'idée dès le début du confinement. Puis ensuite, beaucoup d'organismes ont lancé leur propre. Donc la F1 a fait la F1 online officielle, la Formule E l'a fait également. Et donc on s'est dit, voilà, on est à Monaco, il y a beaucoup de pilotes qui sont ici, donc pourquoi pas
faire un événement live from Monaco. Concrètement, comment ça va se passer pour eux exactement? Chaque pilote est dans un lobby en ligne, donc ils ont pu s'entraîner, ils ont pu voir un peu le circuit et les paramètres du jeu. Donc ils vont tous se connecter en même temps en ligne et voilà, il va y avoir un départ comme dans la réalité, chacun de chez soi avec du matériel qui est similaire. En fait, on leur a fourni le même matériel pour qu'il n'y ait pas d'avantage. Et donc voilà, ils vont tous partir en même temps. Ça va être 2 courses de 10 minutes. Place à la course. C'était une première pour vous, une première course virtuelle. Comment on se sent, les différences, parce que j'imagine que c'est vraiment, enfin, il y a des choses qui sont similaires, il y a pas mal de choses qui sont différentes aussi. Le fait qu'il n'y ait pas de force G, c'est surtout au début, je trouve, pour moi, ça a été un peu difficile de m'adapter sur le feeling. Après, petit à petit, c'est sûr que ça allait de mieux en mieux. Et vous, Christophe, de votre côté, vous êtes plutôt vrai bitume ou course virtuelle? Asphalte, Alexandra, la terre, la vie, la vraie pour les pilotes de ma génération. Important de rappeler que ce Grand Prix virtuel était destiné à récolter des fonds à l'attention du centre hospitalier Princesse Grace. Et le vainqueur est un Sud-Africain, David Perel, devant notre Charles Leclerc national, très occupé finalement pendant son Grand Prix. Et on vous retrouve, Sandrine, pour notre point pratique quotidien sur Monaco Info. Information destinée aux touristes, mais les résidents sont aussi assez nombreux à les visiter chaque année. Les grands appartements du Palais Princier ouvrent pour des visites au public du printemps à l'automne, permettant de découvrir notamment la salle du trône, les salons d'apparat et la cour d'honneur du palais. Eh bien, cette année, ce ne sera pas possible. La maison souveraine a pris la décision de ne pas accueillir de visiteurs en 2020. Les visites reprendront en avril 2021. La suite des testings, Sandrine. Et oui, avez-vous déjà été testé? Si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être parce que ce n'était pas encore à votre tour. Si votre nom d'usage commence par un J, un K ou un L, vous êtes attendu demain au Grimaldi Forum. Par un M ou un N, vous pourrez être testé à l'espace Léo Ferré. Les prévisions météo pour ces prochaines heures? Eh bien écoutez, plein soleil attendu dans le ciel monégasque mardi, les nuages seront inexistants et la chaleur commence à s'installer, 18 degrés le matin et 24 au meilleur de la journée. Heure du lever du soleil, 5h55 pour un coucher à 21h pile. Nous fêterons les Bérangers et les Bérangères. Merci beaucoup Sandrine. Et merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on va terminer ce soir par des instantanés de votre vie qui reprend en cette période de déconfinement. Regardez ces photos, elles sont signées aujourd'hui Manu Vitali. Et à demain, 19h pour un nouveau journal sur Monaco Info bien sûr. We'll be right back.